Et bien maintenant que nous avons fini ce petit 2, on va attaquer la deuxième partie de ce cours, deuxième capsule, par la troisième partie, c'est parti. Petit 3, Internet et le droit. Internet et le droit. En fait, si on repart de l'affaire Snowden, elle a ouvert un débat politique. Elle a ouvert un débat politique parce que on se rend compte d'un coup que nos données personnelles, elles sont menacées. Et le débat qui s'ouvre, c'est comment les protéger, nos données personnelles. Alors en France, une des réponses, ça va être la loi Sapin 2, qui a été prise en 2016. Alors Sapin, c'était le nom du ministre à l'époque, S-A-P-I-N, 2 parce qu'il y a eu la loi Sapin 1, et donc la date c'est 2016. L'Union européenne, elle, en 2018, sa réponse a été la création du RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Et bon, alors pour parler de l'actualité récente, tout ça c'est en mettre en résonance. C'est-à-dire qu'en ce moment, on parle beaucoup du RGPD. Pourquoi ? Parce qu'avec l'application Covid qui doit aller sur les téléphones portables, là, il y a des données personnelles qui risquent d'être mises en circulation, et donc il y a une partie de la société civile qui dit il est hors de question, même si c'est pour la sécurité sanitaire, que je me mette à donner des données très personnelles sur moi, y compris médicales, dans un logiciel. Parce que qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est-à-dire que si votre assurance maladie est en connaissance, votre assurance habitation, voilà, c'est quand même des données personnelles qui peuvent circuler. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parfois, ils racontent toute leur maladie sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas forcément très sécurisé. C'est-à-dire qu'imaginez que votre assureur apprenne que, par exemple, vous avez une malformation cardiaque ou machin, ou vous êtes tout le temps fatigué ou tout le temps malade, et que vous racontez ça sur Facebook, et ben votre assureur, il peut regarder votre profil Facebook, il voit que vous racontez tout le temps ça, et il peut se dire, bah non, lui, je vais pas assurer le crédit qu'il va ouvrir pour sa maison. Parce qu'il se dit, il y a un risque. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc parfois, les données médicales, c'est mieux si elles sont pas publiques, et si elles restent bien personnelles. Bon, alors, Internet et le droit. Il faut savoir que malgré tout ces mesures qui ont été prises, ça n'a pas empêché Facebook de vendre des données privées, rappelez-vous. Quand on a parlé de l'affaire Cambridge Analytica. Ça l'a pas empêché. Donc ces garde-fous, ils sont pas si efficaces que cela non plus. L'objectif, c'est aussi de cerner les contours de la notion de lanceur d'alerte, définir par le droit, c'est quoi un lanceur d'alerte, pour pouvoir le protéger. Et le protéger par un statut juridique adapté. Alors, à ce petit jeu, entre guillemets, un jeu, on va s'intéresser à une diapositive, la diapositive numéro 12. Cette diapositive, elle nous présente ici un Français. Ce Français, c'est Antoine Deltour. Et Antoine Deltour, il a révélé des accords fiscaux qui avaient été passés entre des cabinets d'audit et l'administration fiscale luxembourgeoise par des firmes transnationales. C'est un scandale qui a été révélé ainsi par Antoine Deltour. Ce scandale, c'est celui des LuxLeaks. L-U-X comme Luxembourg et Leaks, L-E-A-K-S. Finalement, il révèle des petits accords économiques entre amis, entre guillemets, pour échapper à la fiscalité des États, le Luxembourg étant un des paradis fiscaux qui existent. Donc, lui, il a bénéficié, Antoine Deltour, de la protection. C'est-à-dire qu'on lui a reconnu le statut de lanceur d'alerte, et donc on n'a pas entamé de poursuite à son adresse. Par contre, et c'est la diapositive numéro 13 qui revient dessus, son collègue c'est Raphaël Allais, eh bien lui, il reste encore condamné. Il n'est pas encore reconnu en tant que lanceur d'alerte. Alors condamné à une amende de 1 000 €. Mais bon, voilà, vous révélez des affaires de malversation et on porte plainte contre vous pour divulgation de secrets d'entreprise. Et bon, on peut comprendre que vous viviez mal. Puis pour retrouver un travail derrière, etc., c'est quand même un
petit peu plus compliqué. Donc voilà pourquoi il faut protéger les lanceurs d'alerte pour une partie importante de l'opinion publique pour qu'on puisse continuer à révéler quand est-ce que ça ne marche pas. Alors, je vous invite maintenant à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le cahier de texte électronique. Ce lien, il vous amène à un article de l'Express. Dans cet article de l'Express, alors il y a une capture d'écran, c'est la diapositive numéro 14 qui revient. Alors il n'y a pas la totalité de l'article, mais il y a une partie du contenu. En fait, il se passe quoi? On a une situation un peu exceptionnelle que vous pouvez noter comme exemple d'une fille qui porte plainte contre ses parents parce que ils ont diffusé pendant qu'elle était petite des photographies d'elle sur Facebook. Le problème, c'est pas tant qu'ils aient diffusé, ce qu'elle demande, la fille, c'est que ces photos elles soient retirées. Et les parents ne veulent pas retirer les photos d'elle quand elle était petite sur Facebook. Et pour la fille, non, elle veut pas que ces informations figurent, c'est sa vie privée, elle estime qu'elle veut pas qu'il y ait de photos d'elle petite qui soient accessibles par des tierces personnes. Il y a au nom d'un droit qui s'appelle le droit à l'oubli, c'est-à-dire que dorénavant, vous avez un droit à l'oubli. Vous avez la capacité de faire disparaître les traces qui existent de vous sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, imaginons que vous étiez jeune, vous avez fait des choses, et puis 5 ans après, vous n'êtes plus d'accord avec ces choses, mais vous les avez publiées quand même sur Facebook, et bien vous avez le droit de demander à Facebook d'effacer les posts dans lesquels vous avez fait apparaître ces choses. Ça s'appelle le droit à l'oubli. Et donc, ce droit à l'oubli, on en bénéficie tous et on peut en faire usage. C'est la capacité de faire disparaître sa trace des réseaux sociaux. Enfin, quand on parle du droit, on peut faire référence aussi à l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes sur Internet, le droit d'expression, c'est le même que quand vous êtes dans un journal classique. Vous êtes soumis aux mêmes lois que les autres. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de pratiquer la diffamation, de dire des mensonges sur quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de tenir des propos racistes ou de tenir des propos antisémites. Vous n'avez pas le droit de provoquer à la haine. Vous n'avez pas le droit d'injurier quelqu'un, ni de faire l'apologie du terrorisme. Bon, puis des interdits, il y en a d'autres, bien sûr. Donc tout ça, c'est interdit. C'est-à-dire que sur Internet, on est dans un espace d'expression qui est soumis à la liberté d'expression et au droit sur l'expression. Bon, attaquons, la dernière partie de ce cours, c'est notre grand C, les nouvelles jeunesses des théories du complot à l'ère d'Internet. On va commencer par le conspirationnisme. On va faire une mise au point, une longue mise au point sur le conspirationnisme. Le conspirationnisme, il va de pair avec une mécanique qu'on appelle la mécanique complotiste. Complotiste, ça vient de complot, C-O-M-P-L-O-T. Ça repose globalement sur une thèse, celle de l'ennemi intérieur, et cet ennemi intérieur, bien souvent, il ne serait pas tout seul, il appartiendrait à une société secrète, à un groupe de conspirateurs qui serait en train de fomenter, d'organiser un complot. Et ce complot, qui serait organisé, il est présenté comme la thèse officielle. C'est-à-dire qu'en fait, on nous donnerait un mensonge, on aurait une vérité qui serait la vérité officielle et qui ne serait pas la vérité réelle. Donc l'idée des conspirationnistes, c'est qu'en fait, la vérité, le monde dans lequel vous vivez, est un mensonge. La vérité, elle est ailleurs. Et eux la connaîtraient et pas vous. Donc finalement, ce que font les conspirationnistes, pour essayer de le synthétiser d'une manière qui, pour vous, conduit à une trace écrite, c'est que les conspirationnistes, ils produisent un récit alternatif. Ils produisent un récit alternatif des théories du complot. C'est ça qu'on appelle les théories du complot. Ces récits alternatifs. Alors, théorie du complot, vous l'avez dans votre manuel, je vous invite à le recopier. Et puis, pour rentrer dans le vif du sujet de façon encore plus profonde, je vous invite à regarder une vidéo qui vous présente un complot. Le complot des chats. Alors allez-y, il y a le lien, il suffit de
cliquer dessus et d'y aller et de regarder cette vidéo sur le complot des chats. Et je vous retrouve après. Voilà, vous avez aimé ? Ce complot des chats, bien sûr, c'est un faux complot. Je ne vous enverrai pas sur une vraie vidéo complotiste, mais cette fausse vidéo, si on ne vous avait pas dit que c'était un faux, eh bien vous auriez pu le prendre pour argent comptant, n'est-ce pas? Sauf que là, évidemment, l'idée c'était de montrer les mécanismes des complotistes. Alors, ce qui est sûr, et c'est ce qu'on peut noter ici, en fait, nous on s'intéresse aux nouvelles jeunesses des théories du complot. Avec les outils informatiques, désormais le montage, il est à la portée du plus grand nombre. Regardez, même Monsieur Lejeune, avec Audacity, il est capable de faire des cours, et puis de mettre des sons à droite à gauche pour construire un cours. Alors, finalement, si j'avais vraiment du temps à perdre, je pourrais inventer aussi des théories du complot. Mais j'ai pas envie. C'est une mécanique, en fait. Quand on s'intéresse aux théories du complot, elle repose sur deux choses. Sur une mécanique. Et la mécanique, elle porte d'abord sur une scénarisation du discours, mais aussi sur sa rhétorique. Alors, scénarisation du discours. Là, normalement, dans votre trace écrite, vous mettez deux flèches. Il y a discours, rhétorique, hop, une flèche à gauche, une flèche à droite, et puis vous allez pouvoir distribuer l'information. Essayez de structurer votre discours pour pas que ça ressemble à un gros paquet de lignes qui se suivent les unes les autres. Là, quand je vois les traces écrites que vous m'avez pris, parfois, c'est des gros pavés. Essayez d'aérer, d'organiser votre trace écrite. On n'est pas en train d'écrire un livre, on est en train d'écrire une trace écrite qui doit normalement être apprise ensuite. On se prépare de plus en plus pour la terminale maintenant. Même si, je ne sais pas si vos professeurs principaux vous l'ont rappelé, mais parce que c'est pas moi votre professeur principal, le redoublement reste un droit. Donc pour ceux qui sont indécis ou qui ont des hésitations, il est possible, et c'est dans le droit, de demander un redoublement. Donc nous disions, scénarisation du discours. Ce discours, il s'adresse au cœur. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de parler sur le registre qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, et pas que pour les théories du complot, de l'émotion. Ensuite, quand vous regardez ce reportage, qui est une synthèse, on reprend les mêmes mécaniques, et bien on retrouve des copies des codes et du formalisme de la télévision. Et puis la musique a son importance. On prend une musique un petit peu angoissante et mystérieuse. On n'a pas la musique de la Panthère Rose. Les mots qui sont employés sont des mots chocs, des mots puissants. Et le ton est un ton accusateur. On pose des questions et on laisse la personne en suspens. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Voilà. Oui, on se pose toujours des questions finalement. C'est le principe de la construction de la connaissance et de la réalité. Mais là, sous-entendu, on vous demanderait de prouver que c'est faux, plutôt que quelqu'un qui devrait montrer que c'est vrai. Ça marche. C'est comme si j'inventais un médicament contre le coronavirus et que je vous disais, montrez-moi que mon médicament il marche pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est à celui qui fabrique le médicament de montrer que le médicament doit marcher. Et pas aux autres de montrer que le médicament ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et vous comprenez peut-être un peu mieux le débat autour du docteur Rao. La rhétorique. Là, la rhétorique, donc on a parlé de la scénarisation du discours, c'était le premier point. Deuxième point, la rhétorique. La rhétorique, elle se présente comme une clé de lecture. Et les théories du complot, leur petite astuce, c'est qu'elles mélangent du vrai et du faux, de la réalité et des mensonges. Et on mélange bien le tout. Ensuite, toutes les causes, elles sont liées à une raison unique. Et ça, c'est un discours simplificateur qui est très performant. Parce que, d'un coup, vous comprenez plein de choses. Ou du moins, vous avez l'impression de comprendre des choses. Là où ça paraissait complexe, oui, parce que les choses, elles sont complexes. Une voiture, ça marche pas juste parce qu'il y a un moteur. Ça marche parce qu'il y a un carburateur. Ça marche parce qu'il y a un filtre à air. Ça marche parce qu'il y a un filtre à huile. Ça marche parce qu'il y a une batterie. Ça marche parce qu'il y a une bougie. Ça marche parce qu'il y a un alternateur. Tout ça, c'est complexe. Tout fonctionne ensemble pour faire
marcher la voiture, rouler la voiture pour être plus exact. Bon, et là on vous dit un seul truc. Et du coup vous dites, ah bah oui, c'est beaucoup plus simple quand on m'explique comme ça. Donc, revenons un petit peu dans le temps. Refaisons une petite histoire du complotisme, redonnons de l'épaisseur historique à tout ça. En fait, le complotisme, c'est pas nouveau, ça existait avant Internet. Et ça existera malheureusement encore, je pense, plus tard, alors qu'on sera passé à autre chose qu'Internet. Quand on fait l'historique, il y a vraiment un tournant. Le tournant, il arriverait pendant la Révolution française, mais on va revenir un petit peu avant. Au XIVe siècle, on a déjà des rumeurs et des théories de complot, comme quoi les puits seraient empoisonnés par les Juifs. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de peste, qui désorganise complètement la société, et les Juifs ils vont servir de bouc émissaire, ça explique tout. Pourquoi il y a tout cela ? C'est beaucoup plus simple, parce qu'on ne connaît pas la peste, on ne sait pas ce que c'est que cette maladie, on ne comprend pas comment elle marche. Puis dire c'est les Juifs, ils empoisonnent les puits, hop, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Il y a ensuite une visée performative, c'est-à-dire qu'en fait ça va s'accompagner de massacres de Juifs, mais aussi de lépreux, qui sont organisés. Et le juif, c'est à l'époque quelqu'un qui prête de l'argent. Donc, quand on s'en prend au juif, on s'en prend aussi à son créancier. C'est-à-dire que c'est un moyen, il y a des massacres de juifs qui sont liés à cette volonté de faire disparaître la personne à qui on doit de l'argent. Bon, je ferme la petite parenthèse. Revenons donc à la Révolution française. La Révolution française, c'est un contexte de bouleversement de l'ordre politique qui s'opère. Et là, la théorie, ça va être qu'on aurait des francs-maçons qui comploteraient contre la société. Alors il ne s'agit pas de dire que les francs-maçons n'existent pas, les francs-maçons ça existe. Et les francs-maçons ont une vision de l'organisation de la société. Mais là ça sous-entendrait qu'ils aient tout organisé de bout en bout. En fait, l'idée des complotistes dans leur lecture de la Révolution française, ça serait que le complot il viendrait de la philosophie des Lumières. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on assimile la philosophie des Lumières à un groupe qui s'appelait les Illuminés de Bavière, et qui était en Bavière, une société secrète, qui a elle-même été interdite par le souverain de Bavière. Vous voyez, on est sur ici un mélange de choses qui sont réelles, les philosophies ont vraiment existé, les Illuminés de Bavière ont vraiment existé, mais on fait des liens entre l'un et l'autre qui, dans la réalité, n'existent pas. Mais il y a le mot lumière dans les deux, donc après tout, ça fonctionne. On peut bien lier l'un et l'autre. Ce qu'on peut comprendre ici aussi, c'est que dans la Révolution, alors là vous ne notez pas dans votre cahier, mais parce qu'il y a déjà beaucoup de choses j'imagine, mais on a une modification dans la lecture psychologique entre guillemets du monde. En fait, avant, ce qui expliquait les choses pour plein de gens, c'était la main de Dieu. Dieu a pris une décision, il a fait ça, et puis c'est pour ça que ça se passe comme ça. Désormais, on voit plus les choses comme c'est la main de Dieu qui agit. Ça serait des forces cachées si c'est pas la main de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour certains, dans une lecture qui est pas laïque des faits, si c'est pas la main de Dieu, c'est la main du diable. Voilà. Donc il y a des complotistes pour qui c'est le mal, le diable, qui inspire aussi ces sociétés secrètes. À l'époque de l'affaire Servier, il y a plusieurs musulmans qui avaient déclaré que c'était la main du mal, c'était la main du diable qui faisait agir Servier. Bon, je reviens à mon propos et à ce qu'il faut noter en traces écrites. Donc on a parlé du XIVe siècle, on a parlé de la Révolution française, passons à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, c'est la mise en place en France de la République. Et avec la République, la laïcisation de la société. Et puis vous vous rappelez qu'en 1871, c'est l'affaire, va y avoir à la fin du XIXe siècle, l'affaire Dreyfus, après la liberté de la presse, etc. Donc, va se structurer une autre idée de complot, celle d'une alliance entre les francs-maçons de la Révolution et les juifs. Des francs-maçons et des juifs qui feraient alliance ensemble contre les chrétiens. Et la loi de séparation de l'État et de l'Église viendrait renforcer dans leur filtre de lecture cette idée de complot. Et c'est une lecture qu'a fait l'extrême droite française de l'époque. Et puis qui va être relue a posteriori plus tard aussi par l'extrême gauche française, qui
elle par contre ne va pas voir un conflit entre les juifs et les francs-maçons contre les chrétiens, mais un conflit d'ordre judéo-capitaliste. Donc on est dans cette lecture paranoïaque où il faut un bouc émissaire, et le bouc émissaire, là encore une fois, c'est le juif. Donc le juif, il est devenu, dans ces thèses complotistes, la figure de l'ennemi. Un ennemi double. Un ennemi de l'intérieur, et en même temps un ennemi de l'extérieur. Et le juif en tant qu'entité, ici, pour les complotistes, il va même être accusé dans un livre. Ce livre, c'est le protocole des sages de Sion. Le protocole des sages de Sion, c'est quoi en fait ? En fait, c'est un livre, c'est un faux, dans le sens où c'est un livre qui plagie un autre livre qui existait déjà, mais qui était une fiction, écrite par un auteur qui s'appelait Maurice Joly, comme Monsieur Joly, J-O-L-Y, qui s'appelait Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, et donc qui faisait parler en enfer Machiavel et Montesquieu. C'est ça le principe du livre. Et donc on a un livre qui reprend un livre qui existe et qui le présente comme une théorie concrète, une analyse de la société. Il y a un homme qui va lui donner un écho considérable à ce livre, et c'est pas n'importe quel homme. C'est Adolf Hitler. C'est-à-dire que Adolf Hitler, dans Mein Kampf, il cite le protocole des sages de Sion. Et l'ennemi d'Adolf Hitler, on l'a dit, ce sont les juifs. Enfin, on l'a dit, vous l'avez étudié en classe entière. Alors, peut-être que vous l'avez étudié en cours à distance. Ça, c'est un autre débat. Il faut savoir que le protocole des sages de Sion, il va retrouver une deuxième jeunesse, entre guillemets. Ce livre, il va être réactualisé, réapproprié, notamment au Moyen-Orient, dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Et donc le sionisme et la prise de contrôle des Juifs et la naissance de l'État israélien, elle est lue comme la poursuite d'un complot, d'une idée qui était préparée depuis longtemps pour la naissance d'un État israélien et le massacre des Palestiniens. Donc, ici, on est dans une lecture géopolitique qui explique la situation au Moyen-Orient par une thèse complotiste. C'est-à-dire qu'en fait, on simplifie quelque chose qui est très complexe au Moyen-Orient par juste une théorie. Une théorie complotiste. Alors, petit 2. Parlons maintenant de la prolifération des théories complotistes et des fake news. Partons de documents. Cette fois, écrit, on s'intéresse aux documents 2 et 3 de la page 260. Et à la lecture de ces documents, vous vous rendez compte que les théories du complot existent toujours. En fait, les théories du complot, elles marchent parce qu'elles génèrent chez ceux qui vont être séduits par ces théories la sensation de reprendre le contrôle. La sensation d'un coup de comprendre ce qui est en train de se passer. Là où parfois on ne comprend pas parce que les choses elles sont complexes, on ne comprend pas tout. Là, hop, il y a une explication simpliste, hop, ça y est, j'ai tout compris moi. Et si je suis moi capable de tout comprendre, je suis capable de me distinguer de la masse. C'est-à-dire que les théories du complot, elles sont un petit peu valorisantes pour ceux qui y adhèrent par rapport aux autres. Parce que là où les gens vont dire je sais pas pourquoi, c'est compliqué, on peut pas résumer ça en une phrase, ils vont dire si, on peut. Et moi je sais le faire, et toi t'es l'idiot de service. C'est-à-dire qu'en fait d'un coup le prof, alors pourquoi ? Parce que parfois les profs sont confrontés à des élèves qui manipulent et reprennent ces théories du complot, d'un coup le prof c'est celui qui sait par rapport au... Enfin pas le prof mais l'élève c'est celui qui sait parce qu'il manipule la théorie du complot par rapport à l'élève. Donc l'élève devient celui qui sait parce qu'il est au courant du complot en opposition au prof qui reconnaît qu'il ne sait pas directement parce que c'est lié à de multiples facteurs et que ça ne peut pas se résumer en une seule phrase. Et donc, là, ça c'est valorisant. Il y a bien des domaines où vous y connaissez beaucoup mieux que moi. Ça marche. Et si on prend le cas du football, le football,
c'est complexe, c'est pas juste 11 personnes qui courent après un ballon. Non, il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des milieux de terrain, il y a le rôle du gardien, il y a le rôle de l'arbitrage, il y a des passes longues, des passes courtes, Bon, c'est pas un truc tout simple, c'est pas avec une équation que vous pouvez expliquer quelle équipe va gagner. C'est-à-dire que le scénario, il n'est pas écrit d'avance, même quand vous avez une équipe plus forte qu'une autre, vous pouvez être le Paris Saint-Germain et vous faire éliminer en quart de finale. Oui, alors j'ai entendu que la Ligue des Champions devrait reprendre, alors je me suis dit on va pouvoir reprendre un ou deux exemples footballistiques. Ou pas. Bon, alors, revenons à nos moutons. Les théories du complot, elles sont aussi de plus en plus diffusées. En fait, les réseaux sociaux vont décupler la capacité de la rumeur, la capacité de diffusion de ces théories du complot. Et c'est ce qui s'est passé déjà après les attentats de Paris en 2015. Après les attentats de Paris, quasiment une demi-heure après, vous aviez déjà des théories du complot. Mais regardez, les rétroviseurs, ils sont pas de la même couleur. Et puis, comment François Hollande, il a fait pour être là aussi rapidement? C'est pas possible, il y a un truc, montrez-moi que j'ai tort. Même chose avec les attentats de Nice en 2016. C'est pas possible que le camion il ait pu être garé là pendant aussi longtemps sans que personne réagisse. Bon. On est dans l'immédiateté. Avec les réseaux sociaux, ces théories du complot, elles se portent bien. Là, c'était sur le coronavirus aux États-Unis d'Amérique. C'est pour certains Américains, il n'existe pas le coronavirus, c'est une invention. Et les infirmières, ce sont des fausses infirmières. Alors, je vous invite à regarder certaines vidéos des manifestants contre le confinement aux États-Unis. Elles sont édifiantes. On a des gens armés, qui plus est, qui s'en prennent aux infirmières en leur criant dessus que ce sont des fausses infirmières, que ce sont des actrices. Alors qu'elles viennent dire aux gens, non, restez confinés, allez chez vous, protégez-vous. Et elles se font traiter dessus. Bon, bref. Le 11 septembre est un autre exemple. Très rapidement, alors les réseaux sociaux n'étaient pas autant développés qu'ils le sont aujourd'hui, mais très rapidement, on a des livres qui ont été publiés et les théories sur le 11 septembre, elles sont toujours diffusées sur le réseau internet. On a notamment Reopen 9/11 qui continue à diffuser des informations sur les complots qu'il y aurait derrière le 11 septembre. Deux documents pour finir sur ces théories du complot, les documents 4 et 5 de la page 261. Je vous laisse prendre connaissance des documents, les lire. Donc les théories du complot, vous le voyez aussi, ce sont des réponses simples. On dit monocausal, à une seule cause, à des phénomènes qui sont complexes et qui sont multifactoriels. Bon, je reprends une idée que vous avez peut-être notée déjà parce que je l'ai énoncée sous une autre forme, et elle repose en grande partie sur le mensonge. Or, le mensonge, ça peut aussi être une arme politique. Alors, laissons les théories du complot de côté, parce que finalement, ce mensonge en tant qu'arme politique a fait aussi des réseaux sociaux un outil de propagation des fausses informations. En français, on parle des infox. On essaye de faire passer le terme. Comme info et toxique. Ce serait des informations toxiques. Dans le langage courant, on parle des fake news. Et fake news, je vous invite à recopier la définition que vous retrouvez dans votre manuel. Ces fausses nouvelles auxquelles aime s'attaquer Donald Trump alors qu'il en est l'un des grands diffuseurs. Donc on assiste aussi à une multiplication des mensonges. Et à partir du moment où elles sont reprises, notamment par le président des États-Unis, ça devient très très compliqué de faire la part des choses pour tout à chacun. On attaque la dernière sous-partie, petit 3, une information brouillée. L'information, elle est brouillée. Parce qu'il y a des mensonges. Parce qu'il y a des fake news. Et tous reposent sur un mécanisme simple. La naïveté de l'internaute. On ne sait pas tout. Et on peut se faire avoir.
Là, l'une des dernières fake news qui a circulé, c'est la mort annoncée du président nord-coréen. Bon, en fait, c'était une fake news et on a plein de gens qui ont relayé l'information, des gens qui se sont fait avoir parce qu'il y a quelqu'un qui a copié le logo du site du Washington Post et qui a posté une information très sérieuse comme quoi Kim Il-sung était vraiment mort. Et donc, même moi, naïf internaute qui était très surpris par ce qui était en train de se passer, plutôt que de me demander, attendez, est-ce que c'est le vrai Washington Post qui est en train de tweeter ou est-ce que c'est un faux tweet de Washington Post que je vois passer, je l'ai retweeté avant de me rendre compte que non, je suis en train de retweeter ici une fake news. Ça sous-entendait pas que c'est pas pour autant qu'il n'était pas mort, on ne savait pas à l'époque. Et finalement, on sait toujours pas totalement ce qui se passe en Corée du Nord. Peut-être qu'il est vraiment mort ou peut-être qu'il n'est pas vraiment mort, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un complot là-dessous? C'est pas la question. Mais comme on ne sait pas tout, on peut se reposer sur notre naïveté. Et moins on en sait, plus on est naïf, évidemment. Et je vous ai montré par mon exemple personnel, qu'on peut tromper plein de gens, même des gens qui en théorie doivent être des gens qui savent et qui sont avertis. L'un des autres ressorts des fake news aujourd'hui, c'est aussi le photomontage. C'est-à-dire qu'on est capable de trafiquer des photos. Et avec ce trafic de photos, ou ce détournement de photos qui existe, on peut faire passer des idées qui ne sont pas les vraies. Et le document 5 de la page 261 que vous avez vu tout à l'heure le montrait, qu'on pouvait mentir, et qu'on pouvait facilement manipuler les gens. Et puis aujourd'hui, on a aussi les vidéomontages. Et ces vidéomontages, ils sont de plus en plus performants. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des vidéos avec des visages de gens qui ne sont pas les vrais gens. On a ça la plus grande performance, on la voit au cinéma. C'est-à-dire que, comment elle s'appelle, l'actrice Carrie Fisher, l'actrice qui fait la princesse Leia, elle est morte et elle est quand même présente dans l'épisode 3. Pourquoi ? Parce qu'on a numérisé son visage et on l'a mis sur une actrice. Donc on est dans la capacité de voir dans les 3-4 années qui émergent des vidéos où vous voyez quelqu'un qui parle, qui dit quelque chose, mais en fait c'est une fausse vidéo. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas vraiment lui, c'est un pur montage qui montrera quelqu'un en train de faire quelque chose et qui ne le fera pas. C'est-à-dire que la vidéo, la photo qui était considérée comme une preuve quand j'avais votre âge, la vidéo, alors là c'était, on a filmé quelqu'un en train de le faire, il n'y a pas de doute, il l'a bien fait. Et dans 3 ans, ça ne voudra plus rien dire. C'est pas parce qu'on vous verra en train de gifler quelqu'un que vous aurez vraiment mis une claque à quelqu'un. On pourra très bien avoir fabriqué de pure pièce cette vidéo. Et là, vous comprenez bien que l'information, du coup, elle est brouillée. Comment vous fiez sérieusement à une information dans ce type de situation? Alors la réponse. Les journalistes essayent de répondre à la question. Parce que l'information et sa véracité, c'est leur matière première, c'est leur boulot, c'est leur travail. Donc, ils se livrent à un travail qu'on qualifie de fact-checking. Le fact-checking, c'est décortiquer les informations pour vérifier leur véracité. Est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses? Est-ce que c'est une fake news ou est-ce que ce n'est pas une fake news? Alors finissons avec des fake news un petit peu particulières. Je vous invite à d'abord écouter et à regarder une vidéo et les propos de Madame Boutin à BFM TV. C'est la vidéo numéro 16. Je vous laisse la regarder. Ça y est ? Vous avez entendu ce qu'elle est en train de raconter ici, Madame Boutin. Elle est en train de se référer à des propos qu'elle rapporte et qui auraient été tenus par le gouvernement. Sauf que le gouvernement n'a jamais tenu les propos qu'elle rapporte. En fait, la source de ces informations, vous l'avez sur la diapositive numéro 17. Donc, regardez bien cette diapo, et c'est quoi la source? C'est quoi? C'est un tweet, et ce tweet, il vient d'un journal qui s'appelle le Gorafi.
Alors normalement, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, et vous savez que le Gorafi, c'est un site humoristique. En fait, c'est un faux journal, le Gorafi, comme Nordpress. Nordpress, c'est la même chose. Le Gorafi et Nordpress, ce sont des sites qui ont vocation à être humoristiques. Ils inventent des faux articles, dont l'idée est qu'ils soient assez abracadabrantesques quand même, que ça soit pas trop proche de la réalité. Et il a ces fausses informations pour rien. Le problème, c'est que on voit que parfois elles sont reprises sérieusement, y compris par des gens qui appartiennent au Sérail, qui sont des politiciens. C'est-à-dire qu'on a ici une députée, Madame Boutin, partisane, une opposante entre guillemets au mariage pour tous, qui reprend un article qui a vocation humoristique et qui justement exagère complètement la réalité, et elle le prend pour argent comptant. C'est-à-dire que là, les filtres et les barrières tombent. Et donc tout ça indirectement, ça participe aussi à brouiller l'information. Comment savoir évidemment, quand vous tombez sur le Gorafi ou Nordpress, il n'y a pas de débat parce que maintenant on les connaît. Vous vous êtes peut-être fait avoir une fois. Gorafi, c'est Figaro. Ça marche. Mais il existe des... Si par exemple je retweetais un tweet de l'Expressé de Madagascar, quelqu'un qui connaît pas Madagascar, il va se dire ça c'est une information d'un journal malgache. Sauf que non, l'Expressé de Madagascar, c'est le Gorafi malgache. Voilà. Donc, comme on connaît pas tout, on peut facilement se faire avoir. Et l'information, du coup, elle est brouillée. Voilà, donc on se demandait en introduction comment Internet modifie notre rapport à l'information. Je pense que là, vous avez suffisamment d'informations pour conclure sur tout cela, et ça sera votre travail à faire à la maison de rédiger une conclusion. Donc on s'arrête là, on a un cours ici qui fait 4 heures, c'est-à-dire qu'en fait vous avez du travail pour toute la semaine là. Et la bonne nouvelle parmi le flou qui nous entoure, c'est que du coup, quand on va se revoir, quand vous allez me réécouter plutôt mardi prochain, si l'informatique marche, je l'espère, eh bien nous attaquerons un nouveau thème. Et on attaquera le thème 1. Et ça va faire du bien de changer de thème. Les thèmes sont très conséquents quand même, et parfois on a l'impression de se répéter un petit peu. Et là, on va changer un petit peu de domaine, et ça va faire du bien. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon travail. Au revoir.